Merci beaucoup. Je suis très émue parce qu'en effet, c'est un combat de longue date d'allier culture et création de valeur, qu'elle soit financière ou sociétale. Merci Toussaint, merci Nathalie et un grand merci à Pascal Horry pour ses propos qui illustrent bien une des définitions de la culture donnée par l'UNESCO dans sa déclaration de 1981. La culture donne à l'homme la capacité de réflexion sur lui-même. Donc vous l'avez très bien illustré. Donc c'est difficile ensuite maintenant de revenir à la réalité quotidienne des industries culturelles. Mais en fait, le salut que vous avez évoqué, on l'aborde aujourd'hui sur le salut moins religieux peut-être, et encore que la définition soit d'inspiration chrétienne, le salut du bien commun. Et c'est l'objet de ce séminaire aujourd'hui, puisque je suis très heureuse de travailler aux côtés de Grégoire, de Mine et de l'équipe du FIR sur la réflexion concernant la finance responsable. Mais je trouve que la culture est complètement absente du débat, en fait. Et c'est bien dommage, puisqu'on retrouve aussi bien dans le rapport Brundtland, qui donne la définition du rapport du développement durable, qui, je le répète, s'efforce de répondre aux besoins du présent sans compromettre les générations futures à satisfaire les leurs. Et comme l'a rappelé Toussaint, que la diversité culturelle est au cœur de ce principe de développement durable, puisqu'il faut faire attention à ce que les générations futures aient elles-mêmes les ressources pour réfléchir, pour se divertir et aussi pour entretenir la culture de la liberté qui paraît menacée. Alors, quelques mots sur ce groupe de travail qu'on a en effet créé en 21. Alors, pour être très concret, nous étions une dizaine de membres, parmi lesquels des vrais financiers. On avait Amundi, AG2R La Mondiale, Mescard, Groupama, la SFAF, bien sûr, et Toussaint, qui a vraiment contribué à ce groupe. Et c'était ça la volonté au départ, c'est vraiment d'avoir toutes les parties prenantes dès le début. Alors, en fait, ce groupe, il avait plusieurs objectifs. Je vais être très brève. C'était mieux comprendre et mesurer l'impact du secteur influent qu'est les industries culturelles. Les plus grandes capitalisations boursières aujourd'hui sont des industries qui diffusent des contenus. Elles sont américaines et chinoises. Tout ça a rappelé les chiffres. En Europe, le revenu des industries culturelles est estimé à 643 milliards. Elle embauche 7,6 millions de personnes, soit 2 fois plus que le secteur de la construction automobile. Et donc, c'était vraiment cette influence qu'il faut prendre en compte. Ensuite, on a auditionné les secteurs, des différents acteurs. Alors, on est parti de start-up, d'entreprises qui ne sont plus des start-up, mais qui sont des jeunes entreprises comme Iconem. Nous avons aussi eu des acteurs publics, Marie Lavandier, qui était à l'époque la directrice du formidable musée Louvre-Lens, le réseau des villes créatives de l'UNESCO. On a également entendu la présidente de la Fédération des réalisateurs européens, qui nous a beaucoup parlé de la rémunération des artistes, qui est une condition de la diversité culturelle, et mise à mal aussi par un nouveau modèle économique des plateformes. Et puis, on a aussi auditionné Netflix et TF1. Donc, on a eu toutes ces auditions pour justement mieux appréhender la chaîne de valeur et les différents modèles d'affaires. Considérer que les investisseurs, en fait, qui ne sont pas toujours conscients de l'impact des industries culturelles, mettent souvent sur le G de ESG, environnement, social, gouvernance, de leur analyse, toutes les questions touchant à l'indépendance éditoriale, le pluralisme, la qualité des contenus. Donc, c'est des enjeux quand même qui ont une importance fondamentale. Et donc, on avait aussi identifié les principaux enjeux RSE spécifiques au secteur et des indicateurs. Donc, c'est aujourd'hui un petit peu, voilà, c'est le programme de cette matinée qui va comprendre 3 temps. Donc, je vous poserai les questions à tous, puisque vous avez eu vraiment la gentillesse et c'était très important qu'il y ait à la fois les acteurs, donc ceux qui font, et les financiers, ceux qui évaluent. Et on parle bien aujourd'hui par rapport à cette culture de liberté, bien qu'il n'y ait pas d'opposition, mais de l'empreinte plutôt cérébrale que de l'empreinte environnementale, parce que maintenant, ça y est, comme vous l'avez dit, Pascal, tout le monde se soucie de la contribution des industries culturelles à l'écologie, ce qui est très important, et il y a beaucoup de manifestations là-dessus, mais en fait, on les interroge peu sur, comme disait Nathalie, à leur contribution, c'est la représentation. Et en tant que praticienne, c'est plus facile pour un dirigeant de parler de CO2 que de sa contribution culturelle. Alors,
donc, ce premier tour de table, alors je salue vraiment les participants. Véronique Bouchard, qui représente Believe en tant que directrice RSE et engagement. Anna Pugasevich, qui est la directrice générale déléguée du groupe Newen Studio. Béatrice Gilmont, qui est la responsable des services clients dans la partie justement culture, banque Triodos. Étienne Tellier, directeur général d'Iconem, et Martine Léonard, donc membre de notre groupe, qui est présidente de la SFAF, c'est Société française des analystes financiers, administratrice de l'EFAS, qui est la SFAF version européenne, et siège à la commission ESG. Alors, premier temps, je voudrais vraiment que, puisqu'on parle toujours de la contribution du secteur privé au bien commun, savoir comment vous, dans votre sphère d'influence respective, vous nourrissez les besoins des générations actuelles et futures à l'édification de sociétés harmonieuses, créatives et respectueuses des droits humains. Alors, on va commencer par Triodos, si vous voulez bien, Béatrice. Alors, Triodos, pour faire bref, c'est un peu l'UNESCO en banque. C'est-à-dire que c'est la seule banque, à ma connaissance, qui, sur son site, en page d'accueil, explique que sa vision du développement durable a 3 dimensions, environnementale, sociale et culture. Donc, on peut y croire. Et je vous laisse la parole. Merci Pascal et merci Grégoire d'avoir repéré le travail que fait Triodos depuis de nombreuses années. Donc, je suis chargée de relations clients professionnels et responsable pour le secteur agriculture chez Triodos Belgique depuis plus de 8 ans. Triodos Bank est une banque durable européenne qui a été créée en 1980 aux Pays-Bas et elle est active aujourd'hui dans 5 pays, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre. Et elle propose via une société sœur, Triodos Investment Management, des univers de placement durables dans le monde entier. En tant que banque durable, Triodos souhaite promouvoir la dignité humaine et la préservation de l'environnement et centre tout particulièrement son attention sur la qualité de vie des personnes. Comme l'a dit Pascal, 3 secteurs à plus-value sociétale sont définis dans nos statuts, que sont l'environnement, le social et la culture. La banque a été fondée et travaille sur base de missions et de valeurs fortes qui sont ancrées dans la culture de l'entreprise. On utilise l'argent pour créer un changement positif et notre mission donc est de promouvoir une économie durable, c'est-à-dire de permettre aux particuliers, aux institutions et aux entreprises d'utiliser leur argent de manière plus réfléchie afin que celles-ci puissent profiter aux personnes et à l'environnement. Ce n'est pas de l'argent au service de l'argent, mais bien au service de l'homme, de la société dans son ensemble et donc de la culture et de la planète. À la Banque Triodos, on distingue 3 utilisations de l'argent. L'argent pour les transactions commerciales quotidiennes, l'argent qui nous permet d'octroyer des crédits et de faire des investissements, et finalement l'argent qui sert à faire des dons. Nous ne voulons pas cantonner la culture dans ce dernier rôle, comme le font généralement les grandes entreprises. Pour nous, la culture se situe au même niveau que les autres secteurs. Nous voulons y voir tous les rôles s'y développer et contribuer à notre société. On offre une gamme de services financiers classiques pour les particuliers, pour les entreprises, les épargnes, les comptes courants, les crédits, les investissements, avec un accent particulier sur la transparence, l'éthique et la durabilité, avec une approche de relation à long terme. Et pourquoi la culture? Depuis 40 ans, l'art et la culture participent à l'épanouissement des personnes, à l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous considérons que c'est un puissant moteur de changement positif. L'art et la culture sont primordiaux, ils contribuent à la vie en société. En reliant les idées, les personnes, ils reflètent et encouragent les changements et ils stimulent la créativité et l'innovation. Ils inspirent, ils éclairent et améliorent le développement des individus dans la société et dans son ensemble. À ce titre, ils sont essentiels au développement durable. Malheureusement, on ne peut pas ouvrir de compte en France. Non. C'est donc. Et je vous invite à tous à déménager en Belgique pour ouvrir un compte si vous, voilà. si vous le désirez. Merci beaucoup, Béatrice.
Martine, donc Martine, vous avez la lourde responsabilité de représenter les analystes financiers. Alors comment vous voyez la culture comme contributeur au bien commun dans votre sphère? Alors, ce qui est important pour les analystes financiers, et l'ASFAF est une association de personnes physiques, ce qui garantit leur indépendance et la qualité de leurs opinions, hein, puisque en analyse financière, l'analyse financière ne se fait pas simplement pour le plaisir d'une analyse, mais au départ a pour objectif une évaluation. Cette évaluation peut être boursière ou peut être à l'occasion de fusions d'entreprises. Alors, Pascal ne verra malheureusement sans doute pas la dimension culture sur notre site internet. Et pourtant, c'est très présent. Dans la mesure où le credo de l'ASFAF est d'analyser les business models des entreprises. Et dans le business model, il y a beaucoup de choses. Il y a la façon de fonctionner de façon très simple. Donc il y a les éléments financiers, mais il y a également ce qu'on appelle aujourd'hui les éléments extra-financiers. Et la culture est des deux côtés. À la fois dans les éléments extra-financiers, là je ne vais pas vous faire de dessin, mais également dans les éléments financiers, puisque les choix de l'entreprise vont se refléter dans ces éléments financiers. Alors, oui, on parle pas spécialement de culture. Néanmoins, pour nous, la culture est essentielle à la pérennité de l'entreprise. Et si notre travail ne vaudrait rien, si on travaillait sur une société qui ne fonctionne plus. J'ai apprécié les propos de Pascal Horry qui disait un historien travaille sur le temps. Nous aussi, nous travaillons sur le temps, puisque nous partons du passé pour réfléchir au présent et surtout nous projeter sur le futur, puisque nos analyses visent à valoriser le futur. Et la culture est un élément important de ce futur, à la fois financier et puis apport positif, mais également risque opérationnel, risque de réputation. Je m'arrête là, Pascal. Merci beaucoup, Martine. Alors maintenant, nous allons avoir les trois des industries culturelles, donc le visuel, la musique et le patrimoine. Je vais commencer par Anna. Anna Nouwen, alors là, votre contribution au bien commun en tant que premier groupe audiovisuel. Bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Anna Pugacevic. J'ai la chance de diriger le groupe Nouwen Studio, qui est un groupe de production audiovisuelle. Tout d'abord français et ensuite qui s'est largement développé en Europe. On est présent aujourd'hui sur 11 territoires européens. On est présent sur tous les genres que vous pouvez imaginer. Donc on fait de l'animation, de la fiction, du documentaire, des courts-métrages, on fait du cinéma, vraiment tout ce qu'on peut regarder sur tout type de support, parce qu'aujourd'hui nos clients, c'est à la fois les chaînes traditionnelles, les plateformes américaines, les diffuseurs digitaux. On fabrique tout ça et le cœur de notre métier, c'est la création et la proposition de tous ces programmes à nos clients, tout d'abord diffuseurs, mais surtout à nos cibles. Et en fait, on fait des programmes qu'on veut qui soient regardés par évidemment une audience la plus large possible et par les citoyens de demain. En fait, les citoyens de demain dont vous parliez font partie de notre cible de prédilection et pour les interpeller, pour faire la différence, pour sortir du lot, parce que vous parliez bien de cette concentration des marchés, de cette offre qui est hyper large. On a besoin de faire la différence, de parler des sujets qui touchent et de représenter la société à l'image de notre audience.
Donc en fait, nos producteurs, nos journalistes, nos créateurs vont s'atteler à traiter des sujets qui sont vraiment les nôtres, les vôtres. Ça peut aller, pour donner quelques exemples parlants, des documentaires sur la déforestation au Brésil, où il y a une petite communauté Uru et Waou qui combat tout ça, avec aussi l'image. En fait, ce qui est amusant, c'est que c'est un documentaire sur le fait que pour combattre ça, ils filment les événements et ils essayent de les diffuser et ils créent une petite industrie culturelle au sein de cette communauté pour véhiculer ces sujets-là. Ça peut être des documentaires, pour rester sur le documentaire, comme Wagner, qu'on a produit avec Alexandra Jousset dans l'agence de presse Kappa, bien avant que la guerre en Ukraine éclate. Ça peut être des traitements dans la fiction, on peut parler de Marie-Antoinette, où en fait on adresse l'histoire par le biais d'une femme qui s'émancipe. Donc encore avec une approche différente. Ça peut être nos quotidiennes qui sont diffusées sur France Télévisions, sur TF1, où on va traiter aussi des sujets sociétaux qui sont importants, souvent de manière très en amont. En fait, on est plutôt des précurseurs. On était les premiers à montrer le mariage gay à l'écran en France en 2013 avec Plus belle la vie. Dans Demain nous appartient, on traite des sujets d'autisme. Dans Ici tout commence, une autre quotidienne, on adresse le sujet d'une cuisinière malvoyante qui essaye de se former. Donc tous ces sujets font partie de notre ADN et effectivement d'une création qu'on veut la plus riche possible. Mais je crois qu'on a quelques images pour illustrer ça, qui vous raconteront ça bien mieux que mes paroles. American pioneers went west in search of adventure and wealth. Among them, the blacks sought even more: freedom. Ik doe mee aan het programma de Bodyguard. En dat ik kan laten zien, kijk eens, waar mama toe in staat is. Ici, les 14 commis de cuisine sont tous porteurs de handicap. C'est grâce à ce projet que j'ai repris confiance en moi. Et que maintenant je suis même plus du tout réservé. Deze littek is mijn allereerste littek. Ik ben geboren met osteogenesis imperfecta. On me dit qu'il va avoir de la rééducation et que ça va être très long, que c'est pas impossible de remarcher. Noé, Mathilde et Valentin ont eu le courage de révéler qui ils étaient. Vous avez été opérée du cœur toute petite. On m'a mis un anneau. Des valves cardiaques. Voilà, c'est ça. Mon cœur, il va bien. Toi, t'as l'occasion unique de faire changer les choses là maintenant. Besef je wel wat je zegt? Je doet tegen iemand die misschien nooit meer uit de rolstoel komt. J'ai besoin qu'on m'aide à être une fille, parce que je suis pas un garçon. La parole de la femme s'est libérée aujourd'hui. J'espère que vous l'avez bien compris. Si j'avais été un homme, on aurait trouvé ça beau, on aurait trouvé ça solidaire, on aurait trouvé ça viril. Mais voilà, moi je suis une femme. Him or me? Entscheide dich. Pourquoi tu ris? Attends, rassure-moi, tu sais que t'es noire? ¿Acaso disfrutas prometiéndote? Essayez de traiter les témoins avec un peu plus de respect. Pensáis que mi cabeza de mujer no es lo suficientemente fuerte como para aguantar el peso de la corona. C'est tellement dur d'être une femme. Mon oncle m'a violée quand j'avais 11 ans. Enfin, pas violée, sodomisée, c'est comme ça qu'on dit. C'est sexiste et dégradant. Oh putain, une féministe. Walk away now. You don't fancy coming for a coffee? No, sorry, I've got to go. C'est des alliances. Et vous savez combien on est de malvoyants en cuisine? On doit bosser 100 fois plus que les autres pour prouver ce dont on est capable. Si no llego a ser reina será porque soy mujer. Je refuse que des vieux boomers nous invisibilisent, que ceux qui sont d'accord avec moi me rejoignent. Ik werk alleen met mensen die ik kan vertrouwen, die eerlijk zijn tegen mij. Voilà, la preuve en image. Merci beaucoup, Anna. On va passer maintenant au patrimoine, avec l'intervention d'Étienne Tellier, directeur général d'Iconem, qui va nous emmener faire un voyage dans l'espace et dans le temps. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Pascal. Effectivement, je suis le directeur général d'Iconem,
Iconem, c'est une start-up, donc c'est une société, mais qui a été créée avec une ambition philanthropique, une ambition humaniste qui est de contribuer à la préservation du patrimoine, et en particulier le patrimoine menacé. C'était il y a un peu plus de 10 ans, les deux cofondateurs de l'entreprise, qui travaillaient beaucoup au Moyen-Orient et qui y allaient donc très régulièrement, se rendaient compte, année après année, que des sites qui étaient intacts l'année précédente, quand ils revenaient, avaient été très endommagés et parfois avaient même disparu sans laisser de traces. Donc ils ont décidé de miser sur les nouvelles technologies pour pouvoir conserver la mémoire des sites. Ces nouvelles technologies, vous pouvez voir ici donc une vidéo qui illustre un petit peu tous ces protocoles sur le terrain. Ce sont donc un couplage de différentes choses. Ce sont tout d'abord des appareils photo, des drones, des perches télescopiques qui vont permettre de prendre des milliers de photos sur le terrain. On va photographier un site archéologique sous différents angles de vue et à partir de ce gros volume de photos, on va pouvoir les retraiter grâce à des gros ordinateurs qui sont capables de fusionner toutes les photos entre elles pour créer, c'est ce qu'on appelle la photogrammétrie, des modèles 3D très précis. Aujourd'hui, la résolution peut descendre sous le millimètre, si bien qu'on parle de jumeaux numériques. Ce sont en quelque sorte des doubles numériques 3D des sites archéologiques. Et donc, toute cette démarche permet de créer des documents qui sont très utiles pour les scientifiques, pour le grand public aussi, parce qu'on a accès maintenant à ces documents 3D qui permettent de continuer à étudier les sites, même quand ils pourraient disparaître un jour, conserver leur mémoire. Et depuis notre création, on a vraiment cette démarche de constituer un atlas du patrimoine mondial, c'est-à-dire de mettre à disposition tous les scans 3D que l'on accumule année après année sur une plateforme web qui s'appelle app.iconem.com, a2p.iconem.com, ce qui fait que le grand public a un accès en open source à toute une série de ces modèles 3D et donc peut consulter des sites qui sont inaccessibles, soit parce qu'ils sont très éloignés, soit parce qu'ils sont victimes de conflits. Ils peuvent aussi consulter des sites qui sont parfois appelés à disparaître, comme on en voit un ici, c'est le site de Messeinak en Afghanistan, où nous avons travaillé donc plusieurs années de suite, entre 2015 et 2018 à peu près. C'est un site qui contient de nombreux vestiges d'une civilisation bouddhique, avec beaucoup de monastères, beaucoup de stupas. Et malheureusement, ce site va disparaître parce qu'il se trouve au-dessus d'une mine de cuivre qui va rentrer en exploitation dans le futur. Les vestiges ne pourront pas être déplacés, ils vont être détruits. Donc avec ce double numérique du site de Messeinak, on s'assure que aujourd'hui et demain, les générations actuelles comme les générations futures gardent un accès à ce site. Voilà. Avec les années, nous avons été sollicités de plus en plus par le monde de la culture. Nous avons donc une collection unique au monde aujourd'hui de sites, ce qui fait que des musées sont venus nous voir pour nous proposer de mettre à disposition cette collection numérique dans le cadre d'expositions. Donc c'est ce que vous pouvez voir avec cette deuxième vidéo. Nous travaillons beaucoup pour le monde de la culture, le monde des musées, afin de présenter toute cette richesse du patrimoine mondial. Nous travaillons beaucoup avec l'UNESCO sur ces questions. D'ailleurs, en partenariat avec l'UNESCO, nous avons inauguré il y a 2 mois un centre immersif qui se trouve dans un musée de l'Est de la France, la Saline Royale d'Arc-et-Senans. Et donc, pour ces expositions, nous avons une approche que l'on appelle l'approche immersive. On va projeter des vidéos en très grande dimension qui plongent le visiteur dans ces sites du patrimoine mondial. Le visiteur a l'impression d'être vraiment au cœur de ces sites historiques. Et nous avons travaillé sur une première exposition qui a été un peu une première en France en 2016 avec le Grand Palais qui s'appelait Site éternel, qui portait sur la question du patrimoine menacé et qui projetait le visiteur dans des sites en Irak et en Syrie. Ici, vous pouvez voir des images de l'exposition Cité millénaire qui a été réalisée pour l'Institut du monde arabe avec des sites notamment de Leptis Magna, de Pelmyr, de Mossoul. Là encore, ces images sont le fruit d'une collaboration avec l'UNESCO pour lequel nous avons réalisé une série de missions de captation, notamment à Mossoul, dans le cadre de
du programme Revive the Spirit of Mosul. Voilà, donc Iconem, pour répondre à ta question, Pascal, nous essayons de contribuer au bien commun et répondre aux besoins des générations futures en constituant cette mémoire numérique des sites et en diffusant toutes ces connaissances accumulées grâce à des expositions numériques. Merci beaucoup, Étienne. Peut-être que vous pourriez dire que l'exposition Cité millénaire a été prolongée de 3 semaines, ou c'est celle-ci, où tellement le succès, on a refoulé les visiteurs. C'est vrai. Alors, effectivement, valeur économique et valeur sociétale. L'exposition a été... donc, il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs. Et c'est vrai que c'est une thématique, donc la question du patrimoine en danger, qui est une thématique... forcément qui interpelle le public. Et donc, on a dû prolonger l'exposition de 3 semaines suite au succès public de l'exposition. Merci beaucoup, Étienne. Alors, on va passer à Believe. Alors, Believe, c'est Construisons ensemble l'avenir de la musique. Je vais laisser la parole à Véronique. Mais en fait, la première question est facile pour vous, puisque c'est dans votre signature. Shaping Music for Good. Alors, la contribution de votre entreprise au bien commun. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai rejoint Believe il y a... Bonjour à toutes et à tous, et je merci de nous accueillir ici. Donc j'ai rejoint Believe il y a un peu plus d'1 an. Je travaille en charge RSE et engagement. Et en fait, j'ai été très intéressée par rejoindre Believe par ce que vous dites, Shaping Music for Good. C'est la stratégie et l'ambition RSE de Believe qui est totalement intégrée au modèle d'affaires de Believe. Believe, c'est une société qui est un des leaders de l'industrie de la musique et qui met en fait au service des artistes toute la puissance et son expertise dans le monde digital, donc dans les réseaux sociaux et dans les plateformes de streaming. Et la manière de Believe de participer au bien commun, c'est en fait de pouvoir structurer et professionnaliser l'industrie de la musique au niveau local dans les pays. On est implanté dans plus de 50 pays. On a à peu près 1700 collaborateurs et on va aider, on accompagne 1,3 million d'artistes dans le monde entier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait que, en fait, avec la digitalisation, on irait vers un monde très uniforme, une uniformisation un peu de l'industrie musicale. Et en fait, pas du tout. On s'aperçoit qu'on est plutôt dans la fragmentation. Et Believe participe par des équipes locales et des investissements locaux à former en fait la nouvelle génération digitale des professionnels de l'industrie musicale digitale. Et on va pouvoir aider et accompagner des artistes et des labels musicaux locaux qui n'auraient peut-être pas eu la chance en fait, d'avoir une certaine visibilité dans le monde de l'industrie musicale, qui n'auraient pas eu la chance d'avoir une audience, et aussi pas eu la chance de pouvoir vivre de leur art. Et en les aidant à monétiser en fait, leur art et leur talent musical et leur musique, on va aider ces artistes à vivre de leur talent. Donc ça, c'est vraiment une participation, une contribution au bien commun. Le deuxième élément que je vois aussi, c'est qu'on participe, on contribue à la préservation du patrimoine local. Et quand on s'est implanté, par exemple, il y a 10 ans à peu près dans l'Asie du Sud-Est, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des chansons, des disques locaux, et on les a digitalisés en France, on les a ramenés après en Inde et en Asie. Et par la capacité à digitaliser et du coup à diffuser et à promouvoir ces musiques traditionnelles locales, on a participé ainsi à la préservation du patrimoine local. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on participe à la promotion même et à la créativité locale avec des artistes qui vont chanter dans leur langue locale et qui vont valoriser toute la musique très, très locale, très traditionnelle. Donc c'est notre manière à nous de contribuer au bien commun de l'industrie culturelle. Merci, une contribution très concrète. Et donc, on va approfondir dans le deuxième temps de ce colloque. Donc, maintenant, on a eu la belle image, la grande image de chacun d'entre vous. Pour rentrer plus dans les détails, je voudrais vraiment savoir, puisqu'on est aussi dans le temps de la diversité culturelle,
comment dans votre modèle d'affaires, dans vos choix d'investissement, vous promouvez cette diversité dans les contenus. Alors à la fois, là c'est peut-être plus concret, mais comment vous évaluez la représentation des différentes cultures continents dans vos investissements, la place des femmes bien sûr dans la création, dans les futurs talents, parce que c'est l'or noir des industries culturelles, c'est de préparer la génération de demain. Comment vous rémunérez les créateurs, parce que c'est beaucoup de questions sur la rémunération des artistes qui est peut-être parfois mise à mal par les formats numériques, justement, donc on va en parler. Et puis la liberté artistique, qui est un thème fondamental pour ces industries, parce qu'on ne peut pas créer sans liberté. Et comment, dans vos entreprises, vous mesurez ces enjeux-là. Véronique, je vous laisse du coup rebondir puisque vous en avez déjà un petit peu. Très bien. Donc nous, notre participation à cette diversité et inclusion, déjà, elle est intégrée dans notre ambition Shaping Music for Good. C'est une de nos priorités, qui est les 4 priorités de Shaping Music for Good, c'est l'égalité entre hommes et femmes, l'équité, la diversité et l'inclusion, le bien-être et le développement des talents, l'expertise, et puis la partie environnementale, mais on n'en parle pas aujourd'hui. Et donc, on a 3 leviers pour encourager cette diversité au sein de l'industrie musicale. On accompagne des artistes qui sont en fait à différentes étapes de leur vie, à différentes étapes de leur carrière. On accompagne des genres musicaux très différents et en même temps, on a modestement l'ambition de faire bouger les lignes au sein de l'industrie musique en travaillant avec les différents partenaires. Donc, quelques exemples très concrets sur les artistes. On va avoir des services et une plateforme donc digitale qu'on appelle TuneCore, qui va plutôt être pour les artistes amateurs. Et donc, c'est peut-être vous ou vos enfants qui participent à un groupe musical et qui ont envie d'être distribués, d'être sur les plateformes de streaming. Donc là, ils vont utiliser la plateforme TuneCore, qui est un abonnement, et qui vont leur permettre en fait de récupérer aussi, de se faire connaître et de commencer à augmenter leur audience. On va accompagner des artistes émergents, où là, on va donner bien sûr accès à ces plateformes digitales, mais en même temps aussi à un service et un conseil sur comment pratiquer les réseaux sociaux, comment optimiser sa présence sur les plateformes de streaming. Et puis, on va accompagner des artistes qui sont beaucoup plus établis, nous on appelle les top artistes, qui sont reconnus, comme Jul ou Jeanne Haddad ou Isaïe Higelin, où là, on leur donne beaucoup plus de services encore et d'accompagnement sur la stratégie digitale. Donc ça, c'est la diversité des artistes. On a une diversité, ce que j'ai dit déjà au début, c'est qu'on est vraiment implanté localement. Donc on a des experts locaux qui sont complètement intégrés à la scène musicale locale, qui va permettre de connaître et d'identifier et d'accompagner, de faire émerger des artistes locaux. Ensuite, on a une diversité dans le genre musical. On pensait, peut-être que vous avez l'idée qu'on n'accompagne que la musique, les rappeurs, et hip-hop, etc. Et non. En fait, c'est vrai que, bien sûr, ce genre musical est important chez Believe. Et puis, ils ont commencé énormément avec le digital. Donc, c'est un genre musical qui est vraiment... qui se développe énormément grâce au digital. Néanmoins, on accompagne de la pop et on accompagne aussi, par exemple, le métal, qui est un genre musical qui était a priori plutôt dans le monde physique, c'est-à-dire qu'avec du concert. Et en fait, avec notre label qui est reconnu mondialement, Nuclear Blast, on accompagne ces musiciens du genre musical métal. On accompagne aussi des musiciens et de la musique classique avec le label Naïve, qui est reconnu depuis 25 ans. On va avoir des labels et puis des genres musicaux aussi, donc électroniques. Et ce que je disais, donc très locaux, très traditionnels grâce à nos équipes qui vont sourcer, qui vont aller chercher des artistes qui représentent vraiment la diversité culturelle, l'identité nationale dont vous parliez tout à l'heure, qui était intéressante. On n'est pas dans la massification, justement, on est dans l'identité nationale, culturelle et même locale. Même dans un pays, on est présent au niveau national et on met en place des équipes au niveau régional, puisqu'on voit qu'on a bien sûr des musiques régionales qui sont complètement différentes en Inde, par exemple, ou au Brésil, au Mexique, qui ne sont pas uniformes au niveau d'un pays. Donc c'est une diversité de genres musicaux. Et le troisième levier, c'est qu'on participe à essayer de faire bouger les lignes un peu dans l'industrie musicale. On réalise une enquête qui s'appelle Be the Change, et c'est la 3e année que nous l'avons réalisée.
Notre objectif avec cette enquête, c'est qu'on va interviewer des artistes, mais aussi différentes personnes de l'industrie musicale dans plus de 100 pays, pour comprendre quelles sont les problématiques auxquelles les femmes et puis les communautés sous-représentées, telles que LGBTQ+, donc quelles sont les difficultés auxquelles ils font face, quels sont les problèmes de ressources, d'accès aux ressources, de discrimination, d'invisibilité. Notre objectif ensuite est de partager ces conclusions avec les différents acteurs et de voir comment on peut faire, d'engager la discussion et de voir comment on peut faire pour effectivement donner plus de voix aux femmes artistes ou aux communautés sous-représentées. Et on travaille par exemple aussi avec les plateformes de streaming, avec qui on a des partenariats très très importants qu'on met au service de nos artistes. Et on travaille avec Spotify, par exemple, qui ont un programme qui s'appelle Equal, qui a pour objectif de promouvoir des femmes artistes. Et donc nous, on va essayer de pousser justement dans ce programme-là nos femmes artistes. Et on a des partenariats avec Women in Music, avec Kitchange. Donc on a ces différents leviers de travailler avec des artistes à différentes étapes de leur vie, de leur carrière, sur des genres musicaux très variés et avec les différents acteurs de l'industrie musicale. Et concernant le partage de la valeur avec les artistes, comment vous vous assurez d'une rémunération équitable? C'est un grand débat dans l'industrie de la musique. On a un modèle qui est différent selon ces niveaux de maturité, je dirais, dans leur carrière. Donc quand on est sur des artistes amateurs, en tout cas, qui utilisent la plateforme TuneCore, c'est un abonnement. Voilà, et ils payent un abonnement et ils récupèrent en fait toute la rémunération qui leur vient de leur streaming. Du streaming. Donc on ne prend pas de part, c'est vraiment un abonnement à la plateforme. Quand on est sur des niveaux de service de artistes émergents ou artistes top artistes, là on partage la valeur avec selon un contrat, mais l'objectif il est vraiment de donner une rémunération absolument équitable et majoritaire aux artistes de par leur visibilité, de par leur audience et de par la capacité à avoir du streaming. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on leur laisse la liberté d'expression on est vraiment dans un modèle de partage de la valeur. À titre d'exemple, on a en 2022, on estime qu'on a généré en fait pour nos artistes 1,3 milliard d'euros de ce qu'on appelle des MS, c'est-à-dire de vente musicale digitale. Et c'est de la vente générée qu'on redonne à nos artistes. Merci Véronique. Je vais poser maintenant cette question à Iconem. Même si vous en avez déjà un petit peu parlé, mais cette diversité qui est au cœur de votre business model. Oui, alors effectivement, on adresse cette diversité par différents moyens. Tout d'abord, depuis notre création, on a cette ambition universaliste de travailler dans le monde entier. Alors au début, on était plutôt investi au Moyen-Orient et en Asie du Sud, là où le péril était le plus important pour les sites de patrimoine. Et année après année, on a cherché à travailler dans d'autres zones, en Afrique par exemple, où on a pu réaliser un relevé de la vieille ville d'Agadez ou la vieille ville de Timbuktu en partenariat avec la Fondation Alif et la National Geographic Society. En Europe, où nous avons réalisé un relevé de la ville de Venise en partenariat avec la Fondation des musées de Venise, en Amérique latine. Donc un peu partout, à ce jour, nous avons travaillé dans près de 35 pays, numérisé plus de 250 sites. Et l'autre manière dont on essaie d'embrasser cette diversité culturelle, c'est au travers de nos installations artistiques. Je vous parlais tout à l'heure de cette exposition immersive que nous avons inaugurée il y a 2 mois à la Saline d'Arquesonant. Donc c'est un musée qui est classé site UNESCO. Ça a été le premier site d'origine industrielle à être classé patrimoine mondial. Et en partenariat avec l'UNESCO, nous avons donc créé une installation sur place qui est dédiée à la question du patrimoine mondial. Et donc c'est une installation immersive qui veut vraiment viser l'universalisme et présenter le patrimoine mondial sous toutes ses formes, au travers de 8 séquences immersives abordant des sites qui viennent du monde entier, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie. Voilà. Et donc on essaie vraiment de présenter au grand public la culture dans toute cette diversité. Et aussi le travail sur le terrain.
Parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous formez les archéologues syriens, les archéologues irakiens à prendre possession de leur patrimoine sous format numérique, ce qui est une source de fierté aussi. Alors oui, tout à fait. Nous avons des programmes de formation pour que nos partenaires, dans des zones où il est vital de pouvoir connaître les techniques de scan 3D au quotidien pour pouvoir vraiment monitorer au mieux les sites. Donc nous avons formé des archéologues cambodgiens, nous avons un programme de formation d'archéologues yéménites, un autre programme auprès d'archéologues irakiens, un autre par le passé avec des archéologues afghans. Voilà, donc partout où il est vraiment urgent de pouvoir scanner en 3D des sites, nous intervenons nous-mêmes, mais nous voulons aussi apporter aux personnes qui sont les plus concernées toutes les clés pour pouvoir réaliser ce travail elles-mêmes. Mais en fait, c'est un croisement formidable des savoirs parce qu'en échange de cet apport technologique, eux vous donnent l'accès à leur site et leurs connaissances historiques. Donc c'est vraiment un tissage de dialogue interculturel formidable. Absolument. Et donc nous proposons régulièrement des collaborations où l'idée c'est d'apporter nos technologies, d'apporter les données, c'est-à-dire que les scans que l'on réalise sur place, nous les transmettons bien sûr aux scientifiques avec qui on collabore. Et donc, nous bénéficions d'accès à des sites remarquables. Et d'un point de vue économique, cet accès nous permet après de valoriser des données dans le cadre d'expositions, d'expériences immersives. Voilà. Merci beaucoup, Étienne. Anna, alors, comment vous contribuez à cette diversité en termes d'entreprise ? Alors je dirais que déjà nous avons la chance en tant qu'acteurs européens d'avoir cette diversité naturellement. Et en fait c'était toute l'idée à la base quand nous avons créé ce groupe, en allant se déployer à l'international, en cherchant ces producteurs européens. L'idée était de dire on va créer de la valeur collectivement. En fait c'est pas juste aligner des producteurs les uns après les autres, mais essayer de coproduire, de créer, de faire circuler les idées. Et effectivement, les petites graines poussent et on voit que quand on réussit, on crée des choses absolument formidables. Et c'est grâce à ce partage de culture et des idées. Le dernier exemple, il est un peu grandiose, on n'est pas peu fiers. On a fait une énorme production pour Apple qui s'appelle Liaison. Et c'est une coproduction entre un producteur français et un producteur anglais. Développé depuis des années. Je crois que ça faisait 8 ans que Virginie Braque écrivait les textes. Et dès la création, ils avaient anticipé, imaginé les sujets de Brexit. Donc c'est assez intéressant de voir à quel point ce dialogue a nourri finalement ce qui s'est passé. Ils ont pu imaginer ce qui s'est passé ensuite. Et en fait, pour accompagner cette création, cette diversité, on a besoin, comme vous le disiez, tu le disais Pascal, d'une liberté créatrice avant tout. Donc non seulement on a des producteurs très divers dans la maison, mais en plus on leur laisse le temps et on leur permet de créer, d'imaginer, d'échanger, de prendre le temps et on finance en fait tout ça parce que c'est évidemment de l'argent qu'il faut investir dans des développements qui ne voient pas tous le jour. On disait que Liaison c'était 8 ans de développement. Derrière un projet qui voit le jour à l'écran, il y a des dizaines de projets qui ne trouvent pas leur chemin, qui sont abandonnés quelque part, qui revivent un peu plus tard ou qui ont juste alimenté un autre programme. Donc tout ça, on accompagne les producteurs, on leur laisse le temps de créer, on ne leur impose rien, évidemment. De toute façon, ceux qui connaissent ces industries savent très bien qu'on n'impose rien du tout à un producteur ou à un journaliste. C'est tant mieux. Et donc ça permet dans cet environnement en plus européen d'avoir effectivement une approche extrêmement diversifiée des sujets que nous souhaitons aborder. Dans la construction, comme je disais même du groupe, on a cherché des filiales et ce qu'on appelle dans le langage bancaire des cibles qui sont représentatrices aussi de cette diversité. Au Royaume-Uni, on a même des sociétés dont les baselines sont extrêmement fortes en termes d'expression de diversité. Notre filiale Joy Production, qui est dirigée par Joe Garoro, affiche sur le site web que c'est une société de production black, female-led and queer. Donc c'est le statement, comme on dit, est très très clair et complètement assumé. Et Joy collabore avec d'autres producteurs à travers le monde, à travers l'Europe chez nous, pour créer des programmes qui ressemblent aux citoyens d'aujourd'hui et de demain.
Donc il y a évidemment tout ça, et ensuite toutes les démarches qui sont assez spontanées de nos producteurs, au-delà de la création, de la liberté de la création, dans la recherche de talents, je dirais, et qui se traduisent souvent par des démarches assez intéressantes. On a notre productrice danoise qui a voulu créer des choses avec des auteurs, des producteurs ukrainiens. Donc on a fait venir ces talents-là de l'Ukraine au Danemark pour développer des programmes ensemble. On est partenaire des actions telles que les femmes s'animent dans le milieu de l'animation, où en fait on va chercher les femmes françaises, africaines qui n'ont pas accès du tout à ces réseaux d'animation, mais qui aimeraient bien créer et essayer de produire de l'animation, et on leur offre la possibilité de créer des courts-métrages. On est partenaire de l'opération Immersion Cinéma à Marseille. On accompagne des jeunes talents, des jeunes sortis de l'école, ou même pas, dans le métier de comédien. On leur offre la possibilité de passer des castings, d'être formés et de passer peut-être devant la caméra à la fin de l'opération. On est partenaire aussi de l'opération Immersion Talent de Sirimania, où on accompagne aussi les jeunes dans les métiers de l'audiovisuel. Il y a plein de choses comme ça. Et pour nous, ce ne sont pas uniquement des démarches RSE, parce que ça fait joli sur les comptes annuels ou sur notre site internet. C'est vraiment une approche qui est essentielle pour la recherche des talents. On parle beaucoup dans ces industries de la pénurie de talents. Et donc, on s'appuie sur ces démarches pour aussi trouver les producteurs, les auteurs, les comédiens, les techniciens de demain. Et évidemment, la place des femmes dans tout ça a été extrêmement importante, et a été importante pour nous dès le début. À la fois, vous avez vu la petite vidéo devant la caméra, donc à l'écran, mais aussi derrière la caméra. Donc, c'est un sujet de préoccupation majeure pour nous. Aujourd'hui, on est fiers de pouvoir dire que 60% de nos productrices sont des femmes. Dans le management de Newen, 60% de nos managers sont des femmes. Et on continue à travailler, je vous ai parlé de l'animation, mais sur les autres métiers de l'audiovisuel, sur la réalisation, les métiers techniques, pour aussi avoir une représentation féminine plus large. Donc ça fait pas mal de choses, mais je pense que ça représente assez bien cette approche diversifiée. Je pense que c'est très important ce que vous avez dit sur la liberté de création, parce qu'à l'occasion de l'ouverture du Festival de Cannes, il y a eu cette déclaration des cinéastes français qui a été signée par plus de 200, justement pour condamner les pratiques des diffuseurs ou des grandes plateformes. Et justement, ils évoquaient cette évolution qu'ils jugeaient très, très défavorable à leur talent créatif et à la diversité culturelle, où les scénarios étaient modifiés, les musiques imposées, les équipes aussi déterminées ou changées. Et en fait, ils expliquaient que le réalisateur passait d'un statut de créateur à un statut d'exécutant, et que c'était difficile. Donc ce que vous faites, vous, c'est précieux. On essaie effectivement de défendre l'inverse. C'est très juste ce que vous dites. On avait la chance de produire une des premières séries de Netflix en France après Marseille. On a produit une petite série qui s'appelle Osmosis, pour la petite anecdote. Bon, ce n'est pas une énorme réussite à la fin, donc mais c'est une expérience très intéressante, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que effectivement cette plateforme qui arrivait en France arrivait avec beaucoup pas mal d'idées très arrêtées. Et donc, ils nous disaient, les auteurs, il faut les traiter comme ça, parce qu'on les traite comme ça aux États-Unis, et puis les comédiens, c'est ça, et puis les textes, on les change. Et en fait, on menait une double bataille, à la fois celle de la production sur le terrain et celle d'essayer d'expliquer à Netflix, qui débarquait effectivement de très très loin, que non, il faut laisser de la liberté à nos auteurs, que non, on ne va pas changer leur texte, et leur rémunération non plus. Et c'était une petite bataille à la fin. Je pense que tout le monde a compris, et je pense que ces plateformes qui arrivent au fur et à mesure comprennent bien à quel point le local est important, et aussi les règles du jeu local sont essentielles à ce que cela fonctionne. Mais cette première expérience était effectivement, dans ce sens-là, était très riche pour nous.
Mais le combat n'est pas gagné parce que même si c'est le local contre les grandes plateformes, enfin sur la rémunération, je pense que c'est important qu'on sache que le droit d'auteur peut être remis en cause par ces plateformes qui préfèrent rémunérer les créateurs par ce qu'ils appellent un forfait, le buy-out. Donc une fois pour toutes, vous avez une somme d'argent et que votre film soit un succès ou un four, eh bien vous êtes rémunéré de telle somme, alors que le droit d'auteur, c'est le droit qui accompagne le créateur tout au long de sa vie et tout au long de la diffusion de son œuvre. Là on a pas mal de poids, je trouve. C'est qu'effectivement, la force est dans la propriété intellectuelle, dans l'idée. Et quand l'idée est forte, c'était la négociation que nous avions eue sur notre dernière série avec Apple, qui n'est pas des plus petits des Américains. On était tellement sûrs de notre idée, tellement sûrs de l'IP, que nous avons pu vraiment négocier une règle du jeu et dire nous sommes en production déléguée, c'est notre manière de faire qui va prévaloir. Donc je pense que ça prendra un peu de temps, mais c'est les idées et la propriété intellectuelle qui va l'emporter. Voilà. Et là, c'est peut-être gagné parce qu'on parle de la France et de l'Europe, mais il y a plein de pays qui n'ont pas de législation sur le droit d'auteur, et du coup, la diversité culturelle peut être un peu mise à mal. Alors, Martine, comment les investisseurs financiers analysent la capacité des industries culturelles à investir dans les talents et les sources diversifiées d'histoire, de même que quand vous interrogez les entreprises industrielles, vous leur demandez leurs investissements dans les énergies renouvelables? Alors, effectivement, j'ai écouté très attentivement les représentants des différentes industries pour me réfléchir aux questions qui se posent. Alors, il y a déjà un premier point qui est des questions sur le fonctionnement et les choix de l'entreprise, qui est sur la dépendance aux différentes technologies. Est-ce que vous avez, il y a des technologies qui sont vraiment primordiales dans vos métiers, et est-ce que vous avez des possibilités de remplacement, et est-ce que vous avez des dépendances à certains pays avec des risques sur les choix politiques de ces différents pays? Premier type de question un petit peu classique. Deuxième sujet classique, qui sont là plutôt des éléments de chiffres, des éléments de reporting, des questions sur les indicateurs. J'imagine que vous avez des idées sur la part des nouveaux talents, et puis vous parliez tout à l'heure des problématiques de difficultés de recrutement. Comment les rechercher, justement, ces nouveaux talents, et comment faire en sorte qu'ils restent? Et comment, quand on est dans la musique et qu'on a une part de non-pro, comment est-ce qu'on a envie de faire en sorte qu'ils deviennent pros, et quel est le pourcentage qui devient pro? En d'autres termes, quelle est la dynamique, et quel est le risque sur cette dynamique, et y a-t-il un lien avec la situation économique locale ou avec des situations d'autres industries, éventuellement avec les questions de pouvoir politique? Ça, c'est peut-être plus pour la partie externe. En interne, quelle est la part des salariés qui sont formés à la culture et aux industries de la culture, et la part, mais aussi leur rémunération. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ce soit ceux qui soient le moins rémunérés, par exemple. Ça serait, pour nous, ça serait sans doute considéré comme un risque. Et quels sont vos partenariats avec les universités? Quelle est la part de jeunes formés, c'est-à-dire la pyramide des âges? Êtes-vous en risque sur la pyramide des âges? Quelle est votre dimension apprentissage aussi? Ça, ce sont des sujets qui me semblent très importants. Si on va un peu plus loin dans le financier,
vous avez un stock qui a sans doute une très grande valeur. Alors, premier point, comment est-ce que vous le valorisez, ce stock ? Et puis, comment évolue-t-il ? C'est-à-dire, quelle est la part sur l'évolution de la valeur et puis quelle est la part sur ce que vous intégrez en portefeuille, qui permet une amélioration de ce stock. Et puis, toujours sur la partie chiffrée et plus financière, vous avez le stock donc, qui est en fait votre patrimoine. Une part très importante de votre patrimoine, donc qui va permettre aux financiers d'avoir une forme de sécurité. Mais aussi, comment évaluez-vous la valeur d'usage ? C'est-à-dire ce que vous pouvez mettre en location, ce qui assure votre continuité d'activité au quotidien. Bon, voilà, deuxième série de sujets. Et puis, dernière série de sujets qui est... et comment est-ce que vous vous insérez de façon générale dans le monde de la culture ? Et j'ai en tête la préservation des biens culturels, vous en avez tous parlé, votre engagement de préservation des biens culturels, alors pour certains c'est complètement évident, et comment est-ce que vous faites pour parler aux autres industries et leur demander d'apporter leur écho à la préservation des biens culturels. J'ai en tête, au moment où notre groupe de travail fonctionnait, il y avait un très joli contre-exemple avec une société qui s'appelle Rio Tinto, et qui travaille toujours sur l'Australie. Et il se trouve que l'un de ces sites était pile au mauvais endroit parce que a subi de gros dommages à cause d'un site préservé sous patrimoine mondial, avec le label patrimoine mondial, qui a été abîmé par les activités de Rio Tinto. Ça, c'est complètement inacceptable. Vous qui êtes dans la culture, comment parlez-vous aux autres industries pour leur expliquer qu'elles doivent absolument contribuer à les défendre ? Et je pense que votre rôle, c'est aussi l'image de l'ensemble de l'industrie, pas seulement votre domaine. Vous vous insérez dans des activités économiques et à cause de vos choix, vous avez une responsabilité pour l'ensemble, finalement, des activités économiques. Donc, comment faites-vous ? Je m'arrête là, Pascal. Merci, Martine. Alors, on va avoir des réponses avec Triodos, puisque Triodos investit déjà massivement dans la culture. Donc, peut-être vous allez nous donner des éléments. Donc, Triodos, depuis sa création, est active principalement en crédit et en investissement. Alors, les activités crédit dans le secteur art et culture, en Belgique en tout cas, c'est le portefeuille que je connais le mieux évidemment, est très très varié. Donc on est dans les arts de la scène, dans la musique, on finance des salles de concert, des théâtres, des compagnies de danse, des cirques, du cinéma, des salles de cinéma, des espaces coworking artistiques, des tiers-lieux, des crédits. Et alors on fait aussi beaucoup de crédits de production pour les producteurs audiovisuels. Ça représente environ 40% de notre portefeuille en Belgique. Le secteur des arts et de la culture est évidemment très diversifié de par sa nature et donc les profils des acteurs et les activités sont nombreux. Il y a beaucoup de sous-secteurs, beaucoup de business models différents. Donc ça, c'est un peu la difficulté de devoir analyser tout ça et de le connaître. Et donc, nous, on vise vraiment à avoir un portefeuille diversifié, varié, le plus large possible. Principalement en crédit, qu'est-ce qu'on finance ? De l'immobilier, du matériel professionnel, de la trésorerie et alors du préfinancement de subsides ou de créances.
À la fin 2022, pour Triodos, au niveau donc, groupe, on avait 486 millions de crédits, soit environ 5% du portefeuille crédit. On a des tickets moyens autour de 350 000 €, un taux de défaut de 2,7%, donc ce qui n'est pas très élevé. Et alors pour les crédits de production dans le secteur audiovisuel, en Belgique, on approche moins d'1% de taux de défaut, donc c'est quand même des bons résultats, un portefeuille qui se porte bien. Concernant la partie investissement dans le secteur agriculture, donc Triodos en fait a 5 grandes thématiques et la culture évidemment logiquement fait partie de la thématique bien-être qui regroupe l'éducation, la santé et la culture. Et ce thème varie entre 12 et 28% selon les fonds. Évidemment, c'est lié à la taille des sociétés qui y sont. Et d'ailleurs, je souligne qu'il y a Eric Simonet, un de mes collègues ici du Triodos Invest Management, qui est présent si vous avez des questions par la suite sur la partie investissement. La méthodologie avec laquelle on travaille, donc, c'est en premier le dialogue. Donc, une sélection rigoureuse des entreprises pour nos placements et en se basant sur l'impact sociétal réel et en se basant sur des critères minimaux contraignants. Donc on accompagne tout le temps un dialogue avec les différentes entreprises. Ensuite, je dirais le deuxième point, c'est un suivi continu et une révision. Par exemple, en crédit, on fait une révision annuelle des crédits et de la relation avec nos clients. Un troisième point, c'est on essaye au maximum de s'intégrer vraiment dans les secteurs et de travailler la main dans les secteurs. Donc on a vraiment des chargés de relations qui s'intègrent dans les secteurs et qui participent à la vie des secteurs, que ce soit à travers de fédérations, d'acteurs qui soutiennent le mécénat, des fonds publics. Voilà, donc je pense que c'est vraiment essentiel de pouvoir comprendre et pour pouvoir continuer à dialoguer, donc d'être intégré. Ensuite, une fois qu'on l'a compris, on organise des conférences et des tables rondes avec le secteur. Par exemple, on a organisé il y a quelques années des conférences à destination de nos clients culturels, mais pas que, de prospects et d'autres acteurs du secteur culturel, sur l'importance de diversifier les sources de financement dans le secteur culturel. On a organisé en 2022 plusieurs conférences sur décarbonons la culture, sur le cinéma et la durabilité. On soutient par exemple une association qui s'appelle Elles font des films, qui se bat contre les violences sexistes et sexuelles dans le secteur du film dont on parlait. Voilà, donc ça c'est vraiment des points importants pour s'intégrer dans le secteur. Ensuite, on échange avec eux sur différentes thématiques plus larges, l'environnement, le social, la culture, la gouvernance, pour savoir vraiment comment ils gèrent ces différentes questions. Donc ça se rapproche un peu de l'approche de Martine, pour savoir comment ils gèrent ces différentes questions dans la vie de tous les jours de leur société. Et par contre, un dernier point qui est vraiment essentiel pour moi et pour Triodos, c'est que tout ça doit se faire sans évidemment influencer le travail de l'artiste et respecter la liberté artistique et d'expression. Donc on n'émet pas de jugement sur les contenus, tant qu'évidemment il y a un respect des droits de l'homme qui est là. Donc voilà. Donc ça m'arrive de faire des dossiers sur des films ou des crédits à des artistes dont je trouve personnellement que je n'apprécie pas du tout l'œuvre qui est faite. Mais voilà, je trouve ça important que tout type d'œuvre et d'expression artistique puisse exister. Je veux en aucun cas qu'on ne soit jugé parti sur ce qui est beau, ce qui n'est pas beau. Voilà. Merci Béatrice, mais vous avez quand même des garde-fous sur les contenus de haine. Enfin, la liberté de création, elle n'est pas absolue.
Non, mais donc c'est ça. Ça doit être dans ce qu'on nous on appelle le respect des droits de l'homme. Et donc on a des critères minimaux, mais de façon générale, c'est vraiment le respect des droits de l'homme qui doit rester donc là dans les contenus. Donc on va quand même regarder le contenu, on va le lire avec un regard le plus détaché possible, même si par essence c'est pas tout à fait. C'est très difficile pour un être humain d'être neutre et vraiment se reposer une question par rapport à est-ce que c'est bien en respect des droits de l'homme. Étienne, pour reprendre ce qu'a dit Martine sur la contribution des industries culturelles entre elles, peut-être vous pouvez dire quelques mots sur le rôle d'Iconem, à la fois pour promouvoir des artistes et aussi pour travailler avec d'autres secteurs comme les jeux vidéo, où vous avez eu un partenariat avec Ubisoft. Est-ce que ça, vous pouvez un peu développer ça ? Alors oui, tout à fait. On collabore régulièrement avec des artistes, soit des artistes plasticiens, soit des artistes qui viennent du monde de l'audiovisuel, qui sont très intéressés par notre collection de scans 3D et à qui on met à disposition, donc souvent en mode pro bono, ces modèles. Donc ça a été le cas par exemple avec une artiste américano-éthiopienne qui s'appelle Ainsley Robson, qui a réalisé une installation immersive dans le cadre du festival New Images. Il y avait un focus sur la création africaine qui s'appelait Africa 2020. Et donc cette artiste a utilisé nos scans réalisés à Meroé pour produire une installation sur le personnage d'une reine du royaume couchite, donc le royaume de Meroé, des pharaons noirs, qui a réussi à repousser une invasion romaine. Donc c'est un personnage qui est assez fascinant, reine, femme, noire et très puissante. Voilà, donc c'était une collaboration qu'on trouvait assez passionnante. On a aussi collaboré avec d'autres artistes, par exemple Pascal Convert, qui a utilisé notre scan de Meroé pour une installation au musée Guimet. Notre scan de Bamiyan pour une installation au musée Guimet. C'était donc une grande installation sur tout le panorama de la falaise de Bamiyan et d'autres collaborations plus récentes, à l'occasion notamment de l'exposition Venise révélée qui a été présentée l'an dernier au Grand Palais Immersif. Donc voilà, des collaborations très régulières avec toute une série d'artistes. Oui. Et aussi avec des entreprises. Aussi avec des entreprises, tout à fait. Alors, avec Ubisoft, nous avons effectivement eu un partenariat à l'occasion de l'exposition Cité millénaire pour l'Institut du monde arabe. Ubisoft a utilisé nos scans 3D de plusieurs cités du Moyen-Orient, cités en péril, notamment Palmyre, Alep, Mossoul, pour plonger le visiteur. C'était une installation à la fin du parcours de visite dans l'exposition. Et cette expérience de réalité virtuelle plongeait le visiteur dans ces sites, par exemple le temple de Balshamine à Palmyre. Alors c'était une installation faite par un studio de jeux vidéo, mais l'idée c'était pas de créer quelque chose de ludique, c'était vraiment d'utiliser la réalité virtuelle pour faire comprendre ce qui se passe sur place. Voilà. Et donc effectivement c'est une installation qui va maintenant voyager et qui est mise à disposition gratuitement sur les stores des expériences de réalité virtuelle, dont Steam. Merci beaucoup. On va aborder le troisième et dernier temps avant de laisser des questions pour la salle. Alors maintenant, on va passer dans le dur. Parce que c'est bien de dire que les industries ont des politiques favorables à la diversité culturelle. Ce que je voudrais maintenant voir avec vous, c'est comment ces objectifs, aussi vertueux soient-ils, sont vraiment intégrés dans le pilotage de l'entreprise. Parce que la responsabilité sociétale, ce n'est pas que des beaux rapports, c'est aussi une contribution à la création de valeur économique, que ça permet d'anticiper des risques et de favoriser certaines opportunités de marché. Donc, puisque c'est si important, comment concrètement vos dirigeants ont des critères de rémunération qui sont fondés sur ces enjeux de diversité culturelle? Vous avez parlé des droits de l'homme, Béatrice, en effet... Pour avoir des souvenirs, quand on parlait des droits de l'homme dans nos industries, par exemple, ce qui m'a toujours frappé, c'est que quand vous avez la rubrique enfants, on vous demande « faites-vous travailler les enfants ?» Donc forcément, non.
enfin, pas dans le métier du cinéma, mais c'est très réglementé. Donc, vous avez 100% de la note. Aucune question sur la cyberharcèlement, sur la représentation des enfants dans le monde numérique, sur les problèmes d'addiction ou de données personnelles. Donc, voilà. Ce qu'il y a à dire, c'est que ce secteur, il n'est pas interrogé dans toutes ces facettes. Et concernant la diversité culturelle, comment ces enjeux qui sont, encore une fois, c'est pas pour faire beau sur le papier, mais c'est parce que c'est des enjeux business fondamentaux pour vous, vous les mettez dans les structures de gouvernance, que ce soit le dialogue avec les parties prenantes, la REM des dirigeants, et comment, quand vous avez des entretiens avec les investisseurs, ces questions vous sont posées ou est-ce que vous les sollicitez? Parce que c'est pas tout à fait facile, c'est pas pour critiquer les investisseurs, Martine, mais souvent ils posent pas trop de questions là-dessus. Donc Iconem n'est pas coté, Believe a été coté, et justement comment les investisseurs ont été favorables à cette dimension. Et puis Newen, lui, fait partie d'un grand groupe coté. Donc je voudrais savoir un peu comment ça fonctionne concrètement. Donc Martine, je te laisse commencer. Qu'est-ce que vous demanderiez dans le G de gouvernance? Alors, qu'est-ce que je demanderais dans le G de gouvernance? D'abord, savoir comment le conseil d'administration est organisé et qui suit ces sujets au conseil d'administration et en fait, la philosophie du conseil d'administration là-dessus. Le conseil d'administration, c'est une collégialité, donc il faut s'intéresser aux individus, mais quel est l'impact des individus, comment leurs choix philosophiques sont pris en compte et comment communique-t-il, comment le conseil d'administration communique-t-il avec la direction de l'entreprise sur ces sujets-là. Il y a différents sujets qui pour moi sont importants et que, pardon Pascal, je n'ai pas abordé dans nos préparations parce que en fait ça m'est venu en écoutant et bon, c'est de dire un de mes sujets serait la pérennité de l'entreprise sous le plan du risque d'acceptabilité des activités de l'entreprise. Et je vois deux choses. Il y a le fait que les choix philosophiques de l'entreprise soient acceptables pour les États. Quand Iconem met en avant des sites qui ont été détruits, qu'on a laissé détruire parce que ça ne correspond pas à la philosophie générale du lieu, on va dire. Comment ensuite va-t-il se présenter aux États? Comment est-il accepté? Quel est le risque que les États veuillent tout simplement que l'entreprise atteigne à la pérennité de l'entreprise, tout simplement. Et puis, il y a un autre aspect qui est l'inverse. Dans le domaine culturel, certains États ont visiblement eu des craintes parce que les entreprises culturelles devenaient trop importantes par rapport au poids de l'État. Je ne dirais pas au poids économique parce que c'est difficile à dire, mais en tout cas, certains États ont considéré que les entreprises avaient trop de pouvoir. Et donc, est-ce que le conseil d'administration est sensible à ces deux sujets? Et comment essaye-t-il de gérer ce sujet? Bon, on a parlé longuement des questions de liberté culturelle. On a la question de la partie production. Bon, quelle est la part entre production nouvelle et production ancienne, parce que les productions anciennes peuvent être aussi dangereuses que les productions nouvelles. Donc ce bel équilibre serait sans doute pour moi une des difficultés. Et puis comme je suis très attachée au sujet de création, je rêverais d'un conseil d'administration qui réfléchisse
à la façon de la taxonomie environnementale, quelle est la part de la création dans son chiffre d'affaires, dans ses dépenses d'investissement, et puis dans ses charges. Je pense qu'il y a donc des réflexions stratégiques qui sont très importantes. J'ai sans doute pas tout dit, mais bon. Merci beaucoup. En effet, c'est des chiffres qui existent, mais qui ne sont pas forcément sollicités par les investisseurs. Donc, ce serait bien d'avoir plus d'informations. Anna, comment vous, ces sujets sont vraiment intégrés dans votre gouvernance ? Moi, comme je trouvais la question intéressante, je vais rebondir sur une question non planifiée de Martine. J'ai beaucoup aimé cette question de pouvoir, en fait, et de est-ce que les entreprises audiovisuelles en ont trop par rapport à certains États. Moi, je trouvais l'exemple dont je vous ai parlé au début, la forêt donc, qui disparaît au Brésil. On suit des autochtones, les Oʻeʻwau, qui n'ont rien, en fait, qui se battaient avec ce qu'ils pouvaient contre ce drame et qui en fait réalisent que finalement ils vont pas se battre avec les armes parce que ça sert à rien, ils vont pas corrompre la corruption, ils n'ont pas les moyens, mais en fait investir dans une petite caméra et diffuser ces images éveille beaucoup plus de conscience. Donc je trouve que finalement une petite entreprise unipersonnelle de Bitamé qui est un autochtone et qui a juste investi dans un petit appareil a fait complètement la différence par rapport à un État qui peut parfois, sur certains aspects, malheureusement, être corrompu. Donc ça, c'est pour rebondir sur cette partie. Plus largement sur la gouvernance chez nous, on a évidemment des gens ont parlé de cette liberté créatrice et du fait de dédier des fonds en fait à la création. Donc on a des choses qui sont inscrites tout simplement dans nos budgets, où on sait que ce ne sera pas des investissements avec un ROI certain, un retour sur investissement certain, mais c'est des investissements pour pouvoir garantir qu'on prend bien le temps. Et ensuite, de manière encore plus concrète sur toutes les actions de diversité, inclusion, investissement responsable, on a un comité exécutif, un COMEX, qui a dans la rémunération variable en fait des éléments qui sont inscrits très concrets, où aujourd'hui tous les membres de notre COMEX, mais aussi tous nos managers, tous nos principaux managers de ce qu'on appelle le co-MGT, ont des indicateurs de rémunération variable assis sur des investissements qui prônent la diversité, l'inclusion. Évidemment, on a intégré aussi des sujets RSE plus liés à l'éco-production, qui n'est pas le sujet ici, mais c'est des choses qu'on essaye de pousser de manière concrète pour avoir des actions concrètes. Et en parallèle, on est aussi très conscient que tout ça, on va y arriver si on éveille toutes les consciences. Donc, on a aussi des objectifs, c'est un peu basique, mais de formation de nos équipes pour les former davantage à un management inclusif, à une production inclusive, à tous ces sujets-là. Voilà, en quelques mots. Et ça, c'est intégré dans la rémunération ? Alors, les objectifs de formation, oui, et le management inclusif, oui. On essaye. Il y a des pays dans lesquels c'est encore plus évident, mais à l'échelle internationale, oui, on essaye de l'intégrer. Alors, qui tourne. Triodos, comment vous faites, parce que vous êtes responsable en effet de cette sélection, mais comment au niveau des instances de la banque, cette transparence, elle est effective? Alors, je dirais qu'elle existe à différents niveaux. Donc, d'abord, il y a le niveau au niveau de la banque en interne. Hein. Comment est-ce qu'on fait vivre tous ces éléments en interne. Mais donc, il y a la partie formation, évidemment, qui est formation aux valeurs de la banque, qui est très, très importante. Donc, chaque nouveau employé
va suivre un value séminaire, des value ambassador training, des impact management training, pour vraiment intégrer donc, la mission et les valeurs de la banque. Après, à un niveau vraiment de la vie quotidienne de l'entreprise, on a toute une série de réunions, donc chaque semaine, et donc au niveau local, au niveau pays, chaque semaine, on se rassemble avec tous les collègues, et une fois par mois avec les collègues au niveau international, pour parler donc de sujets, de projets inspirants, de sujets problématiques, de tout ce qui vit au jour le jour dans nos missions et dans nos valeurs, pour justement échanger sur ces thèmes. Au niveau interne, bon, il y a évidemment des politiques de rémunération avec des écarts limités entre le haut et le bas. Par exemple, pour les chargés de relations commerciales comme nous, il n'y a pas de rémunération variable. Voilà. Et au niveau de la direction non plus, il n'y a pas de rémunération variable, en tout cas en Belgique, à tous les niveaux. Après, il y a toute une série de petits collectifs de collègues, petites plateformes pour faire vivre des sujets. Donc, on a une plateforme sur la diversité. Avec les problématiques, on a des collègues transgenres, etc., pour voir comment eux peuvent se sentir bien dans la société et dans l'entreprise, mais aussi de façon plus globale. On en a une sur les bien-être et loisirs. On a une plateforme, un collectif culture qui essaye d'entraîner les collègues régulièrement sur le temps de midi, d'avoir une exposition ou autre. C'est aussi important de faire vivre ça. On en a une en lien avec l'associatif, parce qu'on est dans un quartier très populaire de Bruxelles, avec beaucoup de problématiques sociales. Donc, tous ces éléments-là nous permettent de faire vivre à nos collègues les missions et les valeurs et la réalité du terrain dans tous les sens. Après, par rapport à nos clients crédit et investissement, pour ce qui est du crédit, on a un outil qui s'appelle l'Impact Metrics, pour lequel on pose toute une série de questions aux clients par rapport à leur gouvernance, par rapport à leur impact social, environnemental et culturel. Donc ça, c'est un outil qui est utilisé au démarrage de la relation avec le client, mais après de façon régulière. Et il y en a certains qui nous demandent, qui nous rappellent, qui nous disent « Est-ce que vous pouvez me le réimprimer, me le redonner ?» Parce que ça leur permet vraiment de se situer comme ça dans un triptyque social, environnement, culturel, de voir là où ils ont des points d'amélioration encore à faire et là où justement ils performent. Donc ça, c'est vraiment du point de vue du crédit. Du point de vue du crédit, on a aussi ce qu'on appelle un First Assessment Committee. Donc, quand on a un doute sur le bien fondé d'un crédit ou sur le lien, pour ne pas être seul à juger, donc on présente le projet du client à un First Assessment Committee qui rassemble des gens, pas spécialement du crédit, mais vraiment de tous les côtés, qui vont analyser la demande, non pas sur base des données financières, mais uniquement sur base des valeurs et missions du projet. Et ce comité va émettre un avis favorable, défavorable, ou alors des demandes de considération ou des suggestions aux clients pour justement s'améliorer. Donc ça nous est arrivé de dire à des clients, ben voilà, votre projet n'est pas assez impactant ou pas assez durable, ou bien on voit justement qu'il y a des problèmes de gouvernance. Donc nous, on veut bien travailler avec vous, mais montrez-nous un plan d'adaptation dans les 12-24 mois sur cette thématique-là. C'est un peu de la même façon dont Triodos Investment Management travaille. Là aussi, donc, il y a un scanning qui est fait des entreprises pour voir dans quelle entreprise. Donc, il y a vraiment un dialogue qui est créé avec les entreprises, entreprises qui, évidemment, cherchent à rentrer dans l'univers de placement de Triodos. Et donc, tous les 3 ans, si je ne m'abuse, il y a un scanning complet qui est fait où on leur
donne le rapport au final en leur disant, ben voilà, vous avez été pris pour tel et tel point, on voit encore tel point amélioré, ou vous n'avez pas été pris, et le jour où vous aurez une politique de gouvernance convenable sur tel et tel point, ben vous pourrez rentrer dans l'univers d'investissement de la même façon que si certains points ne sont pas respectés suite à un scandale dans la presse ou autre, une société peut être retirée du jour au lendemain de l'univers de placement. Donc ça, c'est vraiment... pour donner quelques exemples, Triodos Investment Management a investi par exemple dans Yamaha Musical Instruments, qui est un leader mondial dans la production d'instruments de musique et qui fait la promotion auprès des écoles de musique et qui est une fondation qui propose des bourses aux artistes et qui a aussi une politique de sponsoring. Voilà, je dirais que c'est un peu les trois aspects pour nous. Donc voilà, malgré un poids économique et financier, le secteur de l'art et la culture reste un des parents pauvres de financement, et donc c'est important justement de l'accompagner, et par ces différents outils, on permet d'ouvrir les dialogues et d'améliorer les choses pour demain. Mais vous, en tant que banque, vous participez à des colloques sur le développement durable, sur la place de la finance, etc. Est-ce que vous partagez cette vision de la culture ou ça reste très... Oui, je pense que ce triptyque sur l'environnement social et culture est là tout le temps. Enfin, on peut avoir une société en bonne santé, bien nourrie et qui va à l'école. Si on n'a pas l'aspect culturel derrière, la société, ça ne tient pas la route, quoi, hein. Oui. Donc, effectivement, la culture est toujours là. Merci, Béatrice. Véronique, alors comment chez Believe on intègre cette dimension de la diversité culturelle dans le dur? Dans la stratégie RSE est vraiment intégrée, comme je l'avais dit tout à l'heure, au modèle d'affaires, au modèle d'opération. Vous avez parlé de gouvernance aussi. Donc, au sein du conseil d'administration, parce que Believe est une société cotée, on a un comité RSE qui travaille de concert avec le comité des nominations et rémunérations et le comité d'audit. Et donc ce comité RSE se réunit 3 fois par an et vérifie les travaux effectivement de Believe en matière de RSE. On a donc une équipe RSE que je dirige avec des comités RSE aussi dans les pays. On est coté, donc bien sûr on publie notre déclaration de performance extra-financière et on a mis en place un reporting robuste et fiable. Et je suis d'accord avec vous aussi que c'est primordial que d'avoir des indicateurs. Et l'enjeu est au-delà du reporting qui est audité par un organisme extérieur, au-delà du reporting, c'est vraiment d'en faire un outil de pilotage, un outil de business et d'aide à la décision. Et un des moyens aussi que je trouve très puissant de faire bouger les lignes, c'est effectivement d'intégrer des critères RSE dans la rémunération variable du président, du comité exécutif, et ensuite ça cascade, ça percole dans l'organisation. Donc chez Believe, on a un pourcentage de femmes. On a comme objectif un pourcentage de femmes parmi l'ensemble des employés. Et c'est dans le bonus du président et du comité exécutif, ainsi qu'un pourcentage d'employés formés. Et pourquoi? Parce que, en fait, ce sont des enjeux importants du point de vue business. Si on est capable de former nos équipes dans un univers qui évolue très rapidement, un univers digital où il y a énormément d'innovation, on veut s'assurer que nos experts sont formés pour que, du coup, on puisse former nos artistes. Et donc, je trouve que faire le lien entre les enjeux et les critères RSE et les enjeux business, c'est ça qui est intéressant. Pareil pour la parité, c'est que si on veut pousser des femmes artistes, si on veut être capable de discuter avec des artistes, promouvoir des artistes de différents univers, il faut qu'on puisse avoir des équipes en interne qui sont sensibles à ces sujets-là et qui comprennent les enjeux de la diversité. Donc, vous avez parlé de formation. On a effectivement une formation obligatoire pour tous les nouveaux arrivants et qu'on aussi rend obligatoire pour les managers sur la diversité et l'inclusion, qu'on appelle BIFER, et sur les biais qu'on peut avoir, les stéréotypes, les stéréotypes qu'on peut avoir. Donc, on forme nos équipes sur ces sujets-là.
Et ça, c'est très puissant, effectivement, pour faire bouger les lignes. On a aussi, on répond bien sûr aux questionnaires d'enquête, aux questionnaires d'agences de notation. Et ça nous aide aussi, ce que vous disiez aussi, c'est intéressant, ça nous aide justement à nous évaluer et puis de voir les marges de progrès, qu'est-ce qu'on peut, là où on doit faire des efforts. Et en termes de dialogue, on a aussi un réseau qu'on appelle les Shapers, par rapport à Shaping Music for Good, donc nos ambassadeurs, des employés volontaires, qui nous permet d'avoir un dialogue pour comprendre leurs attentes, qui nous donnent leur avis sur nos engagements et aussi qui contribuent sur le terrain concrètement avec des idées, comme par exemple, là, on est en train d'avoir un groupe de travail sur comment créer un environnement de travail chez Believe qui soit encore plus inclusif, notamment sur les femmes, parce qu'on a une enquête interne que nous réalisons tous les ans, et on voit que dans certaines questions, on a une différence entre les hommes et les femmes. Et pourquoi? Donc on est en train de monter un peu ce groupe de travail. On peut avoir les ambassadeurs, les shapers, donc peuvent nous proposer des idées pour créer, favoriser une playlist pour les femmes artistes, par exemple. Donc ça nous permet d'avoir ce dialogue. Et comme vous disiez aussi, on a ce dialogue avec les parties prenantes, donc avec des organismes locaux, des ONG locales. Par exemple, en Inde, on finance une ONG que j'ai visitée il n'y a pas longtemps et c'était vraiment très touchant parce qu'on voit des femmes, des jeunes femmes, où on leur fait vraiment l'éducation pour qu'elles se sentent libres, entre guillemets, et vraiment qu'elles puissent prendre leur essor dans un univers très défavorisé. Hein. Donc la place de la femme là-bas est quand même pas toujours facile. On va aussi financer des organismes et des associations pour développer et aider les jeunes artistes. Donc avec un programme sur 1 an où on les forme, des masterclass pour aussi les aider à faire du business en fait avec leur talent et à comprendre les enjeux du digital. Voilà, donc on a différentes activités. Et effectivement, dans la gouvernance, je suis d'accord avec vous, c'est vraiment important que ça soit totalement intégré, que la RSE soit intégrée, que ce ne soit pas quelque chose uniquement fait par des équipes qui sont passionnées par le sujet, mais bon, allez, c'est 10 personnes qui font ça, et que ça doit être complètement intégré dans la mentalité, hein, enfin, dans le réflexe. Pour moi, c'est une boussole, c'est un filtre d'aide à la décision. Et dans la culture d'entreprise. Et d'ailleurs, on a des valeurs qui sont intéressantes parce que les 4 valeurs que nous avons sont transparence, donc c'est vraiment, notamment avec les artistes, hein, respect, équité, et j'ai oublié ma 4e. C'est la fin de matinée. Bon, c'est pas grave, je vous ai oublié la 4e, mais en tout cas, je trouve qu'elles sont intéressantes parce qu'elles sont vraiment vécues au quotidien par les équipes et elles sont partagées avec les artistes. Merci beaucoup parce que c'est très important. Un bon nombre de critères RSE inclus dans les rémunérations des industries culturelles se rapportent plus à l'empreinte énergétique ou à la santé, sécurité, des accidents du travail, ce qui est important, mais ce qui n'est pas au cœur du métier. Et en fait, nous, on pense bien que la RSE, c'est un outil de pilotage et c'est pas à côté, c'est au centre de la stratégie. C'est pas le plafond, la peinture qu'on met sur le plafond à la fin, mais ça fait partie des fondations du bâtiment. Alors, Pascal, je peux ajouter une question qui est valable pour tout le monde. Dans les rémunérations, est-ce que vous le prenez pour la partie rémunération court terme et qu'est-ce que vous avez comme critère pour le variable long terme? Puisqu'il faut avoir des critères en fait adaptés, tout ne se gère pas sur le même temps. Si je peux répondre. Et donc, on l'a mis dans les critères court terme, annuels et long terme. Donc, dans les LTI, dans les plans d'action gratuite, qui vont aider à retenir les talents, à les garder. On a mis ces mêmes critères avec les mêmes objectifs. Et ce qui est intéressant, c'est et on a des objectifs donc les mêmes, hein, avec les mêmes objectifs quantifiables, les mêmes critères, en annuel et sur 3-4 ans. Parce qu'on se dit qu'en fait, on va travailler. Si on met que sur 3 ans, le risque, c'est que on commence à travailler le sujet que la dernière année du plan LTI et qu'en fait, l'objectif, c'est d'aligner l'activité, d'aligner les décisions sur les 3-4 années. Et donc, on a sur du court terme et du long terme. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez... On a un petit peu en retard. Est-ce qu'il y a quelques questions qui voudraient être posées ?
Alors, je crois que le micro, en fait, on n'a pas besoin de le passer parce que vous appuyez. Non, les micros, effectivement, sont tous activés sur les tables, donc n'hésitez pas à appuyer sur le bouton rouge. Faites des questions brèves, s'il vous plaît, et présentez-vous brièvement également avant. Je suis président d'honneur du FIR. Ma question déborde peut-être un peu l'objet de la table ronde qui est sur les industries culturelles, parce que pour moi, c'est sur le facteur culture proprement dit. Je me demandais si les sociétés d'analyse extra-financière, comment est-ce qu'elles incluaient cette thématique dans leurs critères, à la fois positivement, sur le point très important qu'a signalé Martine Léonard de la production de solidité, c'est comme ça que j'interprète, personnelle à travers les questions d'apprentissage, etc., dans les entreprises, mais aussi de façon de prévenir la destruction, les signes destructifs envoyés par les entreprises. Voilà. Comment est-ce que les sociétés d'analyse financière intègrent actuellement ces thématiques et est-ce que c'est un objet de travail pour le FIR? Peut-être qu'on va prendre deux autres questions et puis comme ça, chacun... Enfin, parce que là, Martine, tu as été interpellée. Une deuxième question, oui? Bonjour, merci pour vos présentations qui étaient très intéressantes. J'ai peut-être deux questions. La première sur la rémunération. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, pardon, excusez-moi. Marine Fetrossi, je suis gérante dans une société de gestion, donc je suis côté financière. Mais c'est la partie extra-financière qui m'intéresse. Vous avez mentionné vos indicateurs sur la rémunération variable sans donner un chiffre. Est-ce que vous pouvez dire quel est le pourcentage de cette rémunération sur la rémunération globale de vos managers ou les chefs d'entreprise? Et sur les deux sociétés cotées, notamment la filiale de TF1, j'ai une question sur... alors, je vois par rapport au film que vous avez projeté beaucoup d'avancées. Il y avait beaucoup de demandes de la société sur la diversité. Vous traitez des sujets. Comment vous pouvez combler le retard? Vous êtes avancé, mais encore plus au sujet de la diversité des sujets traités. J'avais posé une question une fois à TF1 en disant pourquoi on ne voit pas la diversité aussi bien du côté des journalistes que quand on a des productions. Et la réponse qui m'avait été apportée, c'était on n'a pas assez de candidats dans les écoles. Or, sur les chaînes publiques, on voit cette diversité depuis très longtemps. Et sur tout ce qui est documentaire, c'est plutôt les chaînes publiques qui traitent pas mal les sujets à impact, environnement, gouvernance, parce qu'apparemment, ce n'est pas très vendeur sur les audiences. Donc, est-ce qu'il peut y avoir plus d'avancées, vous pensez, de ce côté-là? Et alors, dans la diversité, le sujet d'handicap n'est pas vraiment traité. Moi, je suis souvent très surprise de voir le rôle des handicapés, des personnes handicapées, joué par des personnes valides. Est-ce qu'il pourrait y avoir des progrès dans ce sens aussi? Merci beaucoup. Encore deux autres questions et après on arrête. Voilà. 3. Ouais. Allez-y, vite fait. Hello. Appuyez sur le... Voilà. My name is Pamela Teka from Community Focus Group. I've been an artist and I written a book called Sing Africa Sing. And I also founded the Nairobi International Poetry Festival, the inaugural one, and also the African Skies Poetry Festival. So I've been doing the imagination of poetry in the HIV/AIDS pandemic. I also founded that. And I would tell you as an artist, and even in my organization, Community Focus Group, we've been using the arts to educate communities on HIV/AIDS. We've trained using theater for development, which is culture and creative works. We've trained theater groups. So I would say that the artist is a very important person in the world because the artist acts as a therapist, as a scientist, because the artist heals
with the art, with the culture. When we underwent COVID-19, many of the artists were not able to feed their families because there was no work. They could not be in the operas, they could not stage plays, they could not do a lot. And for me, my thoughts are when you were discussing about the culture and the importance of culture, and for me, as I speak for Africa and I speak for my country, Kenya, we require the funds for the artists so that they can be able to continue with their work, because not only are they scientists and not only are they healers, they are scientists because they bring us back to life. When you are sad and you watch a film and you get inspired and you are encouraged to live again. So I want to say that it is very important that we consider the artists in Africa and especially Kenya, and we are able to support and give them funds so that they can be able to. We can have an artist fund so that they can be able to experiment, because artists have very new ideas. They can be able to create books, because mostly we do not have a lot of funding for artists to create books. And there are so many creative people who are poets, who are writers. They have great ideas, but they do not have the funds to realize these ideas. Because mostly you cannot walk into a bank and tell the bank, excuse me, I have this idea, I want to write a book, and they give you a loan. That has never happened, or I have never seen that. So it is very important that we support the artists in Africa, and especially in Kenya, so that they can be able to do even exchange programs with the global north, right? So that they can be able to work together and create films together and merge together in all these things, so that we can be one very united world. Thank you very much for this testimony. Bonjour, Irène, donc tout ce qui est finance de marché sur les matières premières et risk compliance. Alors j'aurais deux questions, une d'abord pour Monsieur Tellier et l'autre pour Madame Pucassi. La première, c'est au niveau de votre zone géographique. J'ai compris que vous avez développé également des points sur le continent africain. Ma question est en termes de rémunération. Quand vous, une fois que vous avez mis et que vous avez pris en place ces sites historiques, donc culturellement appartenant à ces pays-là, quelle est la rémunération pour ces pays-là quand ils sont utilisés, comme vous l'avez expliqué, par d'autres types d'artistes? Comment le comeback, et donc un droit d'auteur, cette fois-ci pour le pays et culturellement, est mis en place? Et ma deuxième question, donc, pour vous, je voudrais savoir en termes de... J'aime pas forcément le mot diversité, mais de pluralité de la représentation en tant que femme noire en France. Et donc là, au niveau de l'Europe, où je vois comment vous avez travaillé et ce que vous mettez en place, comment sur le continent africain, et je rebondis un petit peu, mais là du côté francophone, vous travaillez et vous permettez qu'une grande partie de l'Europe, donc dans différents pays lusophones pour le Portugal ou espagnol, ou nous en France, dans le Royaume-Uni, sur le continent africain, cet impact peut également culturellement être important, et comment vous travaillez dessus. Et pour terminer, pour rebondir sur la question précédente de Madame, où comment se fait-il que, en termes de documentaires ou d'acteurs, on sait très bien que les chaînes publiques, ils les trouvent. Comment vous expliquez que vous n'arrivez pas à en pousser, et est-ce qu'il y a finalement un peu une pression autre, que les artistes ne sont pas aussi libres que ça? Merci. Voilà, ben c'est riche. On est déjà en retard un petit peu. Encore, pardon.
Merci pour votre débat très très intéressant. Moi je suis Tania Mirkovic, je suis analyste financier investissement responsable et fondatrice de Fund Éthique. Et moi j'ai une question simple et courte qui s'adresse aux 3 représentants des entreprises, Véronique Bouchard, Anna Pugachevitz et Étienne Tellier. Quand vous fixez en interne vos critères RSE, comment les fixez-vous? Est-ce que vous les construisez en interne? Est-ce que c'est vous qui les mettez en place? Ou bien est-ce que vous utilisez des référentiels, secteurs, métiers ou des frameworks qu'on voit beaucoup en ce moment et qui sont pléthores? Donc comment est-ce que vous construisez ça, vos critères RSE? Et sur quelle base? Merci. Je propose qu'on synthétise, c'est-à-dire que chacun d'entre vous qui avait été interpellé prenne sa part et puis réponde aussi à des questions plus globales sur les artistes en Afrique, dans les 54 pays du continent. Voilà, donc peut-être Martine, tu commences parce que tu as été interpellée la première. Alors, sur les questions, il m'est difficile de parler pour les agences d'analyse extra-financière, même si j'ai pu les pratiquer. Mais mon idée, c'est que le sujet est traité de 2 façons. D'une part, dans les critères d'analyse, ça fait partie des critères de risque. Et donc ça, si je le signale comme ça, c'est que c'est pour moi une façon un peu négative de voir les choses. Il faut aussi voir la partie opportunité. Et ça, c'est sans doute moins pris. Mais par contre, c'est dans le volet économique. Et puis, il y a une deuxième façon extrêmement importante de voir les choses, de voir le sujet, qui est l'analyse des controverses et la notation de la gravité de la controverse. Et c'est qui donne lieu ensuite à un engagement des investisseurs, donc un dialogue renforcé des investisseurs, dès lors qu'il y a une controverse importante. Véronique, vous peut-être synthétiser les réponses par rapport à votre secteur. Par rapport à une question sur la rémunération, donc en fait, ça représente à peu près les critères RSE entre 30% environ, ça peut varier de 10 à 30% de la rémunération variable, les critères RSE. C'est ça, 30% de Et le variable représente combien par rapport à la... Oui. Je ne sais pas vous dire. Je peux revenir vers vous. Je n'ai pas en tête. C'est vrai que les critères RSE représentent 30% et je ne connais pas la répartition variable par rapport au total de la rémunération. Je reviendrai vers vous. Martine, c'est bon, parce que ça va être un peu la conclusion. Béatrice, par rapport aux questions qui ont été posées, est-ce qu'il y a... Je revenais sur l'intervention de Madame en anglais, mais je vois qu'elle n'est plus là. Ah non, elle n'est plus là. Effectivement, un artiste ne peut pas sonner à la porte d'une banque et dire bonjour, je voudrais de l'argent, je vais inventer un livre, une histoire, un film. Donc voilà, donc je pense que ça doit passer par un accompagnement du secteur et une professionnalisation pour construire des business models et aller chercher alors diverses sources de financement. Et donc, il y a un besoin de professionnalisation du secteur. Et personnellement, en Belgique, entre autres grâce au tax shelter, qui est un important levier de financement dans le secteur de l'audiovisuel, des arts de la scène et aussi du gaming, il y a une forte professionnalisation qui est arrivée depuis 2004 grâce à cette mise en place, parce qu'on a obligé les acteurs culturels à remettre toute une série à documenter toutes leurs finances et à remettre toute une série de documents. Donc là, on voit vraiment une professionnalisation de l'aspect financier. Donc voilà. Alors, sur la partie rémunération variable, chez nous, c'est minimum 10%. Ça peut aller au-delà. Je n'aurai pas la réponse pareillement. Je pense qu'en plus, il faudrait faire un petit calcul, parce que c'est forcément différent selon les dirigeants du pourcentage du variable par rapport à la rémunération totale. Sur la question service public, chaîne privée,
Donc, déjà, je rappelle une petite chose. Moi, je suis filiale de TF1, mais je ne suis pas fournisseur exclusif de TF1. En fait, on est un groupe. Nous travaillons aussi bien pour France Télévisions que TF1 que les plateformes américaines. Et donc, je peux vous dire ce que je vois de mon côté en tant que producteur, que fournisseur de contenu à tous ces clients-là. En fait, les sujets de diversité et d'inclusion sont devenus depuis quelques années extrêmement clairement demandés et dans les instructions notamment, je dirais presque plus, même côté plateforme américaine. On a des choses qui sont essentielles au-delà du projet créatif, une représentation de la société qui doit être à l'image de la société, une très forte attention au sujet de qui sont les comédiens et les acteurs à l'écran, mais aussi qui réalise. Est-ce que la réalisation, est-ce que les équipes qui sont derrière la caméra sont aussi à l'image de nos sociétés qui sont extrêmement diversifiées. Donc pour moi, ça arrive très puissamment. Et en fait, depuis quelques années, on a, je ne dirais pas que c'est presque des checklists, mais on sait que si on n'arrive pas avec quelque chose qui est construit en prenant ces sujets en compte, on ne vendra pas le projet aussi beau soit-il. Donc je pense que ça va évoluer et que du coup, ça prend un peu de temps, le temps de le voir forcément sur tous les écrans de l'autre côté. Mais nous travaillons en ce sens. Sur les sujets de la représentation africaine, on est peu présent en Afrique. Nous, on n'a pas de filiale, mais je parlais de Joy Gaoro. On a aussi Matimba Kabalenka au Royaume-Uni. En fait, on a des représentatrices très fortes de certaines communautés qui savent nous mettre en lien avec là aussi des talents, des comédiens, des réalisateurs, des auteurs pour produire avec ces équipes-là. On a un petit pied dans le continent africain via une émission dont je ne vous ai même pas parlé encore. Le magazine de la santé fait une spéciale Santé Afrique. Ça permet aussi de développer communément en fait, des sujets, d'avoir des journalistes qui travaillent sur les deux territoires. Donc il y a énormément de choses et de progrès à faire, mais on s'y attelle progressivement. Il y avait aussi un sujet, une question sur l'handicap. Je suis assez d'accord. En fait, aujourd'hui, je vous parlais d'Ici tout commence, qui d'ailleurs est une émission qui est diffusée sur TF1, où on a, vous l'avez vu dans le petit trailer, la cuisinière malvoyante. On traite ces sujets à l'écran de plus en plus. On voit qu'ils sont importants et qu'ils font aussi de l'audience. Enfin, comme quoi, c'est des sujets extrêmement importants. Sur la partie inclusion, est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on essaye de faire, incarner ces rôles par aussi des comédiens handicapés? La réponse est oui, mais ça prend du temps. On travaille avec des associations pour l'inclusion, pour former, d'ailleurs non seulement au métier de comédien, mais aussi à d'autres métiers, documentalistes, chef opérateur son, caméra, enfin tout ça, on a des partenariats. Je cherchais le nom de l'association, je pourrais le retrouver, mais on y travaille. Donc évidemment, tout n'est pas du tout rose et on a énormément de progrès à faire, mais on le fait déjà et j'espère que vous le verrez à l'écran rapidement. Voilà. Alors, merci beaucoup pour les questions. Concernant le partage éventuel de rémunération, donc là-dessus, il y a plusieurs points. L'exemple que j'ai cité tout à l'heure sur l'œuvre immersive créée à partir d'un scan d'un site africain, donc c'était un scan de Meroé au Soudan. Nous avons collaboré avec une artiste américano-éthiopienne et nous avons transmis les données en mode pro bono, donc nous n'avons pas obtenu de rémunération sur ce projet. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est complexe et quand nous intervenons sur place, nous souhaitons vraiment transmettre toutes les données recueillies aux correspondants locaux, en particulier aux équipes scientifiques avec qui nous travaillons. Donc, par exemple, l'an dernier, nous avons fait une mission en Colombie où nous avons numérisé toute une série de peintures rupestres dans l'Amazonie colombienne. C'est des peintures qui datent de 14 000 ans. Nous avons là aussi travaillé en mode pro bono et nous avons transmis toutes les données 3D à l'organisme archéologique colombien qui s'appelle l'ICANN. Voilà, la question du partage des revenus, c'est quelque chose d'assez complexe parce que quelle est l'organisation avec qui on doit nouer ce type de contrat? C'est quelque chose de c'est pas du tout évident de répondre à cette question. En tout cas, d'un point de vue partage, nous souhaitons au maximum partager les données recueillies sur place auprès des scientifiques.
Ensuite, l'autre question concernant plus les bonnes pratiques que nous mettons en place et comment est-ce qu'elles se calent sur des templates. Là, nous, donc, par exemple, du point de vue de l'inclusion, nous avons mis en place un Gender Equality Plan. C'était très important pour nous parce que nous avons une culture à l'origine plutôt technique. Au tout début de la société, nous étions majoritairement une équipe masculine. Et on savait qu'il fallait qu'on fasse beaucoup de progrès là-dessus. Et donc, aujourd'hui, nous sommes 50-50, un peu plus de 50% de femmes dans l'équipe. Nous sommes 19 personnes, dont 10 femmes. Et par ailleurs, donc, nous avons mis en place un Gender Equality Plan. C'est un plan d'action promouvant l'égalité salariale et professionnelle entre les hommes et les femmes, en travaillant avec un cabinet spécialisé qui nous a vraiment apporté toutes les bonnes pratiques, notamment des logiques de critères à suivre année après année sur l'évolution. Voilà, et effectivement, tout ça est mis en place avec un souci d'être en phase avec les bonnes pratiques. Voilà. Et aussi, parmi les personnes que vous formez, vous vous efforcez qu'il y ait des femmes aussi, notamment au Moyen-Orient, qui détiennent ces compétences technologiques pour être aussi actrices sur le terrain. Alors écoutez, bon, voilà, il est temps de se quitter. Alors c'est triste, mais c'était une très belle matinée. D'abord, je voudrais remercier les intervenants qui ont tous dit présent tout de suite. Donc voilà, c'était pas gagné, mais bravo, merci à vous. Je voudrais remercier Toussaint pour sa confiance et d'avoir bâti ce rapprochement entre les investisseurs privés et les industries culturelles. Pour conclure, eh bien, peut-être que Believe, Iconem et Newen vont faire un travail ensemble. Voilà, il y a la musique, il y a le patrimoine, il y a l'image. Toutes les conditions sont réunies. Nous avons déjà découvert avec Iconem qu'on avait des projets communs. Voilà, bon, ça c'est formidable. Je voulais remercier le FIR aussi et Grégoire, en espérant, Grégoire, qu'il y aura une saison 2. Parce que maintenant qu'on a eu ce premier tour de table, on va voir peut-être comment, dans les dépôts des résolutions aux AG, vous allez demander aux patrons des industries des médias comment ils favorisent le pluralisme, la diversité, comment ils luttent contre la concentration, au profit de la culture de la liberté, comme l'a très bien dit Pascal Horry. C'est pas gagné. Et Pascal, merci infiniment d'avoir donné du temps et de nous avoir donné cet éclairage passionnant. Donc peut-être la prochaine fois, on fera une journée, si l'UNESCO le veut bien. Et merci à tous d'avoir répondu présent et je suis très heureuse de ce premier colloque. Merci à vous. Merci à tous. Ouais.